Lors d'un gala luxueux entouré de flashs et de promesses d'avenir, un puissant PDG est soudainement confronté à un secret qu'il avait enfoui 18 ans plus tôt. Parmi les applaudissements et les inventions brillantes, il aperçoit une jeune femme dont la ressemblance avec son passé est impossible à ignorer, et derrière elle, la femme qu'il avait abandonnée sans explication. Un simple regard transforme toute la salle en un champ de batailles émotionnelles où de vieilles vérités commencent à émerger comme des fissures inévitables. Et lorsque mère et fille deviennent les miroirs vivants des choix qu'il a tenté d'effacer, le destin décide de tout réclamer d'un seul coup. Avant de découvrir comment ces retrouvailles ont changé 3 vies à jamais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires pleines d'émotions, de révélations et de rebondissements. Chapitre 1. La nuit de septembre descendit sur Paris, chargée d'attentes. Le grand salon du Grand Hôtel Intercontinental brillait sous les lustres de cristal, rempli de cadres, de scientifiques, d'investisseurs et de journalistes. C'était la 10e édition du Grand Prix national de l'innovation scientifique, un événement qui réunissait les noms les plus prometteurs de la recherche française. Entre les coupes de champagne et les discours sur le développement durable, l'avenir semblait se dessiner là, en cette soirée de vendredi qui promettait de changer des destins. Richard Beaumont ajusta le nœud de sa cravate italienne en traversant le salon. À 42 ans, il était le genre d'homme qui attirait l'attention sans effort. Grand, les épaules larges, les cheveux sombres peignés en arrière avec des fils d'argent aux tempes, un costume bleu marine impeccable. Son nom était imprimé sur les couvertures des magazines économiques, associé à une trajectoire fulgurante sur le marché de l'investissement. Il avait bâti une fortune en gérant des fonds de capital risque, pariant sur des start-up prometteuses et récoltant des profits stratosphériques. Il vivait entre les réunions de conseils d'administration, les dîners d'entreprise et les engagements sociaux. Sa vie était ordonnée, prévisible, contrôlée. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Richard n'arrivait pas à expliquer l'étrange sensation qui l'accompagnait depuis qu'il était entré dans le salon. Une inquiétude subtile, comme si l'air était plus dense, comme si quelque chose d'invisible l'observait. Il tenta de l'ignorer, se concentrant sur les conversations protocolaires, les poignées de main fermes, les sourires calculés. Il était doué pour ça. Il l'avait toujours été. Il savait exactement quoi dire, quand rire, comment impressionner. Il avait bâti sa carrière sur cette capacité à naviguer parmi les gens puissants sans jamais en révéler plus que nécessaire. Il s'approcha du bar et commanda un whisky. En attendant, il observa la salle. Des panneaux interactifs étaient disposés sur les côtés, où de jeunes chercheurs présentèrent leurs projets. On voyait l'enthousiasme sur les visages, la passion authentique pour les découvertes. Richard se souvint, un instant fugace, du temps où il croyait lui aussi à des choses plus grandes que l'argent. Mais cette époque était enterrée, enfermée dans un coin sombre de sa mémoire qu'il évitait de visiter. C'est alors qu'il la vit. Ce ne fut pas dramatique. Il n'y eut ni musique de fond, ni ralenti. Ce fut juste un mouvement périphérique, une silhouette traversant le salon en direction de l'un des panneaux. Une jeune fille, mince, les cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval. Elle portait un blazer bleu qui semblait emprunté, trop grand aux épaules, et tenait un dossier usé contre sa poitrine. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer, discrète mais déterminée, qui fit que Richard retint sa respiration une seconde. Elle arriva jusqu'au panneau identifié comme le projet 327 et commença à organiser son matériel. Il y avait un prototype artisanal fixé avec du ruban adhésif sur la table, des notes manuscrites, des graphiques dessinés à la main. Tout était si différent des présentations soignées qui l'entouraient. Richard observa tandis qu'elle arrangeait nerveusement ses papiers, répétant mentalement ce qu'elle allait dire. Elle avait 17 ans, peut-être 18. C'était difficile à dire. Et puis elle leva le visage. L'impact fut physique. Richard eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Les yeux. C'étaient les mêmes yeux, bruns avec des reflets dorés, légèrement en amande, avec cette intensité particulière qu'il connaissait si bien. La forme du visage, la courbe douce du menton, la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était concentrée. Chaque détail était un souvenir ressuscité, un fantôme matérialisé. Le verre de whisky faillit lui glisser de la main. Ce n'était pas possible. Pas après si longtemps. Pas ici, dans cet endroit, ce soir-là.
Richard se força à respirer, essayant de reprendre le contrôle. Il devait imaginer des choses. Ce devait être juste une coïncidence, une ressemblance fortuite. Le monde était plein de gens qui se ressemblaient. Cela ne signifiait rien, absolument rien. Mais alors une voix à côté de lui dit quelque chose qui lui glaça le sang. L'un des organisateurs de l'événement, un homme d'âge mûr avec un badge du comité de jugement, commentait avec animation avec une collègue. Richard n'avait pas l'intention d'écouter, mais les mots parvinrent distinctement à ses oreilles. C'est la jeune fille du projet de filtre biodégradable, Hélène Lefebvre. Incroyable ce qu'elle a développé avec si peu de moyens. Elle vient d'une petite ville de province, a étudié dans une école publique. Sa mère l'a élevée seule, vous savez ce que c'est. On dit que cette fille est un génie. Hélène Lefebvre. Le nom de famille ricocha dans la tête de Richard comme une balle. Lefebvre, Marianne Lefebvre. Non, ce n'était pas possible, mais ça l'était. Les jambes de Richard se mirent en mouvement avant que son cerveau ne traite la décision. Il traversa le salon en direction du panneau, bousculant doucement les gens, ignorant les salutations. Il devait voir de plus près. Il devait être sûr. Il devait confirmer ce que son cœur savait déjà avec une certitude absolue et dévastatrice. Hélène avait commencé à parler à un petit groupe de curieux. Sa voix était douce mais ferme, chargée de conviction. Elle expliquait comment le filtre fonctionnait. La combinaison de matériaux biodégradables, le processus de fabrication à faible coût, l'impact environnemental, positif. Elle parlait avec ses mains, gesticulant pour illustrer des concepts complexes de manière simple. Il y avait une passion authentique là, une intelligence lumineuse. Richard s'arrêta à quelques mètres de distance, caché derrière un groupe d'investisseurs. Il observa chaque mouvement, chaque expression. La ressemblance était impossible à ignorer. Le sourire timide quand quelqu'un complimentait son travail, la manière dont elle plaçait une mèche de cheveux derrière son oreille, la façon dont ses yeux s'illuminaient en parlant de science. C'était comme regarder à travers le temps et revoir Marianne, la Marianne de 18 ans, vibrante, passionnée, pleine de rêves. Une douleur aiguë traversa la poitrine de Richard. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, c'était bien pire, c'était la reconnaissance. C'était la culpabilité, c'était la terreur. Parce que si cette fille était la fille de Marianne Lefebvre, si elle avait 17 ou 18 ans, si elle existait dans le monde avec ses yeux et ce nom de famille, alors cela ne signifiait qu'une chose que Richard avait passé 18 ans à prétendre qu'elle n'était jamais arrivée. Il recula, sentant le salon tourner autour de lui. Il avait besoin d'air, il avait besoin de réfléchir. Il devait sortir de là avant de faire quelque chose de stupide, avant que quelqu'un ne remarque la panique estampillée sur son visage. Mais c'est alors qu'il la vit. Marianne. Elle était de l'autre côté du salon, près de l'entrée, observant Hélène avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle portait une robe simple, bleu foncé, sans bijoux. Elle avait les cheveux plus courts, quelques ridules autour des yeux, mais c'était incontestablement elle, la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il avait abandonnée. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la foule. Ce ne fut qu'une seconde, peut-être moins, mais ce fut suffisant pour que 18 ans de silence et de mensonges s'effondrent. Marianne ne détourna pas le regard, elle ne sourit pas, elle ne fit pas de signe. Elle le fixa simplement, avec une expression que Richard ne put déchiffrer. Il y avait de la lassitude, peut-être de la résignation, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la force, à de la dignité. Et puis elle tourna le visage, reportant son attention sur sa fille, sur leur fille. Richard sortit du salon en titubant. Il ignora les appels de connaissance, traversa le hall de l'hôtel et atteignit la rue. La nuit parisienne était chaude et humide. Klaxons, voix, néons. La ville restait indifférente tandis que le monde de Richard s'effondrait. Il s'appuya contre le mur froid du bâtiment, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Mais tout ce qu'il pouvait voir, c'était ses yeux. Les yeux d'Hélène, les yeux de Marianne, les mêmes yeux qu'il avait regardés avec amour, puis avec douleur, 18 ans plus tôt. Le souvenir revint violemment, brisant les barrières que Richard avait soigneusement construites. Il avait 24 ans, récemment embauché par une société d'investissement prometteuse, il travaillait 16 heures par jour, déterminé à prouver sa valeur.
Il venait d'une famille traditionnelle de Paris, le genre de famille où chaque pas était calculé, où la réputation était tout. Son père, aujourd'hui décédé, avait été un homme d'affaires respecté. Sa mère, Madame Éléonore, était la matriarche implacable qui commandait le nom Beaumont d'une main de fer. Richard avait rencontré Marianne lors d'un événement culturel dans le centre de Paris. Elle vendait des foulards artisanaux qu'elle brodait elle-même, essayant de rassembler de l'argent pour payer son école de mode. Elle était différente de toutes les femmes qu'il connaissait, simple, authentique, sans jouer de jeu. Elle riait trop fort, disait ce qu'elle pensait, avait des opinions bien arrêtées sur l'art et la politique. Elle venait d'une famille modeste de province, avait déménagé à Paris avec d'énormes rêves et peu d'argent en poche. Ils tombèrent rapidement amoureux. Ce fut intense dès le début. Richard se surprenait à mentir à sa mère sur l'endroit où il passait ses nuits, inventant des engagements professionnels alors qu'il était en réalité avec Marianne dans son petit appartement de Belleville. Ils parlaient jusqu'à l'aube, faisaient des plans impossibles, se promettaient un avenir ensemble. Elle le faisait rire. Elle lui faisait sentir qu'il y avait quelque chose de plus important que les réunions de conseil et les cours de la bourse. Mais Richard ne la présenta jamais à sa famille. Il trouvait toujours des excuses. Le moment n'était pas opportun. Sa mère était stressée. Il devait attendre la promotion. Marianne faisait semblant de comprendre, mais il voyait la peine dans ses yeux chaque fois qu'il inventait une autre justification. Ils étaient ensemble depuis 8 mois quand elle le lui annonça. C'était un dimanche après-midi, dans le même appartement exigu où ils avaient vécu des moments si heureux. Marianne était nerveuse. Ses mains tremblaient en préparant un café qu'aucun d'eux ne but. Richard sentit que quelque chose n'allait pas, mais il ne s'attendait pas à ça. Jamais il ne s'y serait attendu. « Je suis enceinte ». 2 mots qui changèrent tout. Richard se souvenait de la sensation de paralysie, du sang qui se retirait de son visage, de la pièce qui tournait. Marianne parlait, expliquait, montrait le test, disait qu'ils avaient été négligents, qu'elle savait que c'était un choc, qu'ils devaient parler, décider ensemble. Il y avait de la peur dans sa voix, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, comme si, malgré la frayeur, une partie d'elle croyait qu'il pourrait s'en sortir. Mais Richard ne pouvait penser qu'à une chose, sa mère, ce que Madame Éléonore dirait, le scandale, la déception, la fureur, la destruction de tout ce qu'il avait travaillé à construire. Il ne dit rien. Il partit, tout simplement. Marianne l'appela, le supplia de rester, de parler, mais Richard continua de marcher, descendit les escaliers, monta dans sa voiture et conduisit sans destination. Il passa des heures à tourner en ville, la panique grandissant à chaque pâté de maison. Qu'allait-il faire? Comment le dire à sa mère? Comment expliquer qu'il avait mis enceinte une femme que sa famille ne connaissait même pas, une femme sans nom, sans relation, sans rien qui importait au Beaumont? Il rentra tard dans la nuit. Madame Éléonore l'attendait dans le salon, sérieuse, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Richard faillit tout lui dire. Il faillit ouvrir la bouche et tout laisser sortir. Mais avant qu'il ne puisse parler, sa mère lui tendit une enveloppe. « Ceci est arrivé pour toi aujourd'hui. Je pense que tu devrais le lire. » À l'intérieur, il y avait une lettre, courte, tapée à la machine, froide. « Richard, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Le bébé n'est pas de toi. J'ai fréquenté quelqu'un d'autre. C'était une erreur de laisser les choses en arriver là. N'essaie pas de me contacter. Marianne. » Il l'a lu et l'a relu. Les mots étaient comme des coups de poing. Le bébé n'est pas de toi. Pas de toi. Pas de toi. Il ressentit à la fois soulagement et dévastation. Soulagement parce qu'il était libre. Dévastation parce que la femme qu'il aimait l'avait trahi. Ou l'aimait-il vraiment? L'avait-il jamais aimé ou aimait-il simplement l'idée d'aimer quelqu'un en dehors de son monde? Madame Éléonore observa la réaction de son fils avec une expression illisible. Richard ne remarqua pas le bref éclair de satisfaction dans ses yeux. Il ne demanda pas comment la lettre était arrivée, pourquoi elle était dans une enveloppe sans expéditeur, pourquoi Marianne n'avait rien dit en personne. Il ne posa pas de questions parce qu'il ne voulait pas de réponse. Il voulait y croire. Il avait besoin d'y croire. Et il y crut. Il n'essaya plus jamais de parler à Marianne. Il bloqua son numéro, évita les endroits qu'il fréquentait, construisit un mur autour de cette partie de sa vie. En quelques semaines, il se convainquit qu'il avait été dupé,
que Marianne était différente de ce qu'il pensait, qu'il avait eu de la chance de découvrir la vérité avant de commettre une erreur irréparable. Il se plongea dans le travail avec une férocité renouvelée. Il fit des affaires risquées qui réussirent. Il gravit rapidement les échelons. 5 ans plus tard, il ouvrit sa propre société de capital risque. 10 ans plus tard, il comptait parmi les investisseurs les plus influents du pays. Il se maria brièvement avec une femme d'affaires de sa classe sociale, divorça à l'amiable quand ils réalisèrent tous deux que ce n'était qu'une question de convenance. Il n'eut pas d'enfant, il n'en voulut pas. Il enterra Marianne si profondément dans sa mémoire qu'il oublia presque qu'elle avait existé. Presque. Mais maintenant, adossé à ce mur à Paris, avec le bruit de la ville bourdonnant à ses oreilles, Richard comprenait enfin. La lettre, la maudite lettre. Elle était arrivée trop vite, trop commodément. Marianne n'aurait jamais fait ça. Pas de cette façon. Pas sans au moins lui parler en face. Et il n'y avait qu'une seule personne qui aurait eu le motif et la capacité de faire quelque chose comme ça. Sa mère. La nausée vint par vagues. Richard se plia en deux, posant ses mains sur ses genoux, respirant profondément. Tout prenait sens maintenant. Le timing parfait, la froideur de la lettre, la façon dont Madame Éléonore n'avait plus jamais mentionné Marianne, comme si la femme n'avait jamais existé. Comme il avait été facile d'accepter cette version de l'histoire, parce qu'il avait voulu l'accepter, parce que c'était plus facile que d'assumer ses responsabilités. 18 ans. 18 ans pendant lesquels une fille avait grandi sans père, 18 ans pendant lesquels Marianne avait élevé cet enfant, seul, luttant probablement, souffrant, survivant, et il n'en savait rien. Non pas parce qu'il ne pouvait pas le savoir, mais parce qu'il avait choisi de ne pas le savoir. Richard se redressa lentement. Ses mains tremblaient. Il devait confirmer. Il devait avoir la certitude absolue avant de faire quoi que ce soit. Mais au fond, il savait déjà. Hélène avait ses yeux. Elle avait son menton. Elle avait cette ligne de sourcils spécifique que tous les Beaumont avaient. Elle était sa fille. Et il avait passé 18 ans à vivre dans un mensonge. Il retourna dans le salon de l'hôtel en état de choc. La fête continuait, indifférente au cataclysme intérieur de Richard. Il chercha le panneau d'Hélène, mais la jeune fille n'était plus là. Elle était allée à une autre présentation, probablement. Il chercha aussi Marianne, mais elle avait disparu. Richard passa le reste de la soirée en mode automatique. Il salua des gens dont il n'enregistra pas les noms. Il sourit pour des photos qu'il ne verrait pas. Il fit des promesses de réunion dont il ne se souviendrait pas. Son esprit était ailleurs, dans un autre temps. Quand il réussit enfin à partir, il était plus de minuit. Il conduisit jusqu'à son appartement de Saint-Germain-des-Prés dans un silence absolu. Le luxe environnant lui parut soudain obscène. Meubles de designer, œuvres d'art au mur, vue panoramique sur la ville, tout conquis par sa sueur, son intelligence, son ambition, mais construit sur un mensonge. Richard se servit un whisky et s'assit sur le canapé en cuir italien, fixant sa propre image reflétée dans la baie vitrée. Qui était cet homme? Qu'était-il devenu? Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu. Le succès, l'argent, le respect. Mais soudain, rien de tout cela n'importait. Parce que ce soir-là, en s'endissant, regardant dans les yeux de cette jeune fille, il avait vu quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps. Il avait vu la possibilité d'être quelqu'un de meilleur. Il prit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Il devait parler à quelqu'un. Il devait confirmer ses soupçons. Mais qui? Qui connaîtrait la vérité après si longtemps? Et puis il se souvint. Claire Martin, l'ancienne secrétaire de sa mère, qui avait travaillé pour les Beaumont pendant plus de 20 ans avant de prendre sa retraite. Elle avait toujours été discrète, loyale, mais Richard se souvenait de la façon dont elle le regardait parfois, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Il trouva le numéro au fond d'une liste de contacts oubliés. Il était presque 2 heures du matin, mais il ne pouvait pas attendre. Il composa le numéro. Claire répondit à la 5e sonnerie, la voix rauque de sommeil. « Richard, mon garçon, que se passe-t-il? Tout va bien ?» Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les filtrer. « Claire, je dois te demander quelque chose. À propos de ma mère, à propos de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Quand Claire reprit la parole, sa voix était différente, plus prudente. « À propos de cette jeune femme? Marianne?
Richard ferma les yeux. Tu savais. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Claire soupira profondément. Richard, je ne sais pas si je devrais parler de ça. Ta mère m'a fait jurer de ne jamais rien dire. Elle est partie maintenant, mais quand même. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir la vérité. Un autre silence. Puis Claire commença à parler et chaque mot était un coup de poignard. Ta mère a intercepté une lettre que la jeune femme t'avait écrite. Elle a envoyé le chauffeur la chercher avant qu'elle n'arrive entre tes mains. Je l'ai lue en diagonale, sans le vouloir. La jeune fille était enceinte. Elle demandait que vous parliez. Elle était effrayée mais pleine d'espoir. Ta mère a brûlé cette lettre dans la cheminée. Le même jour, elle en a fait taper une autre, froide, disant que le bébé n'était pas de toi. Elle m'a fait la mettre dans l'enveloppe et te la donner comme si elle était arrivée par la poste. Richard ne pouvait plus respirer. J'ai essayé de discuter. J'ai dit que ce n'était pas juste, mais Madame Éléonore a été ferme. Elle a dit qu'elle te protégeait, que cette jeune femme allait ruiner ta vie, que tu étais trop jeune pour comprendre, qu'un jour tu la remercierais. Elle m'a fait jurer de ne jamais le dire, et j'ai juré, parce que j'avais besoin de ce travail, parce que j'avais peur, parce que j'ai été lâche. La voix de Claire se brisa à la fin. Pardonne-moi, Richard. J'ai porté ça pendant des années. Parfois, je me demandais ce qui était arrivé à cette jeune femme, si elle avait eu le bébé, si elle avait réussi à aller de l'avant. Je me demandais si un jour, tu découvrirais la vérité. Richard raccrocha sans rien dire de plus. Il laissa tomber le téléphone sur le canapé à côté de lui. Il resta assis dans le noir, le whisky oublié sur la table basse, regardant dans le vide, tandis que 18 ans de certitude s'effondraient. Il avait une fille qu'il n'avait jamais connue, qui avait grandi, sans lui, qui était maintenant là, à Paris, brillant par son propre mérite, sans avoir besoin de son nom, de son argent, de rien de ce qu'il pouvait offrir. Et Marianne qui avait élevé cet enfant seule, qui avait lutté, sacrifié, aimé, qui n'avait jamais rien demandé, qui n'avait même pas essayé de le retrouver. Qu'est-ce que cela disait de lui? Qu'est-ce que cela révélait sur l'homme qu'il était devenu? L'aube trouva Richard toujours assis au même endroit. La ville commençait à se réveiller dehors, mais à l'intérieur de lui, il n'y avait que l'obscurité. Une obscurité qu'il avait choisie. Une obscurité qu'il devait maintenant apprendre à éclairer, si c'était encore possible. Chapitre 2. Marianne Lefebvre se réveilla tôt ce samedi-là, comme toujours. La chambre d'hôtel était simple, mais pour elle et Hélène, elle représentait un luxe rare. 2 lits simples, une petite salle de bain mais propre, une fenêtre avec vue sur les Champs-Élysées. Elles avaient obtenu un tarif promotionnel, mais le montant pesait quand même sur leur budget serré. Mais cela en valait la peine. Tout en valait la peine quand il s'agissait d'Hélène. Elle observa sa fille encore endormie dans le lit d'à côté, les cheveux bruns éparpillés sur l'oreiller, le visage serein, si jeune encore, 17 ans. Où le temps était-il passé? Il semblait que c'était hier qu'elle tenait ce minuscule bébé dans ses bras, seule dans la chambre louée à Autun, jurant qu'elle lui donnerait tout ce qu'elle pourrait, même si c'était si peu. La présentation au gala avait été un succès. Hélène avait reçu les éloges de professeurs, de chercheurs, même quelques investisseurs avaient manifesté leur intérêt pour le projet de filtre. Marianne avait vu la lueur dans les yeux de sa fille, la fierté mêlée de timidité. Hélène n'avait jamais été du genre à se mettre en avant, mais quand elle parlait de science, elle se transformait. Elle devenait plus grande, plus confiante, entière. Et puis, Marianne l'avait vu. Richard. 18 ans n'avaient pas effacé l'impact de le voir. Il était toujours beau, plus mûr, avec cette allure de celui qui a conquis le monde. Il portait un costume cher, une montre qui coûtait probablement plus que sa voiture. Il se déplaçait dans le salon comme s'il en était le propriétaire. Et peut-être l'était-il d'une certaine manière. Marianne avait lu des articles sur lui au fil des ans. Non, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il était impossible de ne pas le voir. Richard Beaumont était dans les magazines, les journaux, les émissions de télévision, l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays, admiré, respecté, envié, et complètement ignorant de la fille qu'il avait abandonnée. Marianne n'avait pas ressenti de colère quand leurs yeux s'étaient croisés. Peut-être aurait-elle dû. 18 ans de colère accumulée auraient dû exploser devant ce visage. Mais au lieu de cela, elle n'avait ressenti qu'un profond épuisement,
une lassitude de porter seule un fardeau qui aurait dû être partagé, et en dessous, bien en dessous, une pointe de cette vieille douleur qu'elle avait appris à ignorer. Elle se leva silencieusement, enfila son fin peignoir et se dirigea vers la petite table près de la fenêtre. Elle prépara un café instantané avec la bouilloire électrique qu'elle emportait toujours en voyage. Elle regarda la ville se réveiller en bas. Paris était si différente d'Autun, si grande, si rapide, si indifférente. Ici, 18 ans plus tôt, elle avait aimé et perdu. Ici, elle avait découvert qu'elle était enceinte et seule. Ici, elle avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Rester ou repartir. À l'époque, elle avait 21 ans et des rêves immenses. Elle voulait obtenir son diplôme de mode, ouvrir un atelier, créer des vêtements qui raconteraient des histoires. Elle travaillait le jour dans un magasin de tissus et étudiait le soir. Elle partageait un minuscule appartement avec 2 colocataires à Belleville. Elle mangeait du riz avec un œuf plus souvent qu'elle n'aurait aimé l'admettre, mais elle était heureuse, ou pensait l'être, jusqu'à ce qu'elle rencontre Richard. Il était apparu comme une tornade dans sa vie, beau, charmant, intelligent. Il venait d'un autre monde, mais prétendait que cela n'avait pas d'importance. Il disait qu'elle était différente, spéciale, authentique. Marianne le crut. Elle crut chaque mot chuchoté, chaque promesse faite à l'aube, chaque plan impossible qu'ils construisaient ensemble, jusqu'à ce que la grossesse change tout. Marianne se souvenait de l'expression sur le visage de Richard quand elle le lui avait dit. Le choc initial qui était compréhensible. Mais ensuite était venu quelque chose de pire. La peur. Pas la peur de l'inconnu, mais la peur du jugement. La peur de ce que les autres diraient. La peur de décevoir sa famille parfaite, sa carrière prometteuse, son image construite. Il était parti. Ce jour-là, il n'était jamais revenu. Marianne attendit. Elle appela, envoya des messages, frappa à la porte de son appartement. Rien. Alors, elle écrivit une lettre. Elle y mit tout. La peur, l'espoir, l'amour qu'elle ressentait encore malgré tout. Elle demandait seulement qu'ils parlent, qu'ils décident ensemble. Qu'ils soient des adultes à ce sujet. La réponse arriva une semaine plus tard, froide, tapée à la machine, cruelle, disant que le bébé n'était pas de lui, qu'elle avait fréquenté quelqu'un d'autre, qu'elle ne devait plus essayer de le contacter. Marianne lut cette lettre 100 fois, essayant de trouver une trace de l'homme qu'elle avait connu. Mais il n'y en avait pas, seulement des mots durs sur du papier blanc. Et le pire, c'est qu'au fond, elle était presque soulagée. Parce que cette cruauté rendait la décision plus facile. Si Richard était capable de cela, alors il ne méritait pas de connaître le bébé qui grandissait en elle. Elle retourna à Autun à 22 ans, enceinte de 5 mois, sans argent, sans plan, sans rien d'autre qu'une ténacité féroce. Ses parents étaient repartis des années auparavant. Il ne restait qu'une tante éloignée qui la reçut avec désapprobation, mais sans la chasser. La chambre était petite, froide en hiver, étouffante en été. Marianne cousait pour d'autres, faisait des petits boulots, travaillait dans une épicerie. Elle mangeait le strict minimum pour que le bébé grandisse en bonne santé. Hélène naquit une nuit pluvieuse de mars. Un accouchement difficile, long, mais quand on plaça ce minuscule être dans ses bras, Marianne comprit. Elle comprit que tout en valait la peine. Chaque difficulté, chaque larme, chaque nuit blanche. Parce que là se trouvait la raison de tout. Petite, parfaite, sienne. Les premières années furent les plus difficiles. Marianne travaillait la nuit à coudre, dormait quelques heures, s'occupait d'Hélène, travaillait encore. La tante aidait un peu, mais il était évident qu'elle considérait la situation comme un fardeau. Quand Hélène eut 3 ans, Marianne réussit enfin à louer une petite chambre pour elle. Minuscule, mais à elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la dignité. Hélène grandit, curieuse de tout. Elle posait des millions de questions, démontait des jouets pour comprendre comment ils fonctionnaient, lisait tous les livres que Marianne parvenait à emprunter à la bibliothèque municipale. Elle était intelligente d'une manière qui effrayait et émerveillait à la fois. Les enseignantes commencèrent à le remarquer. La petite a un don spécial. Elle devrait être dans une meilleure école. Elle devrait avoir plus d'opportunités. Mais les opportunités coûtaient de l'argent que Marianne n'avait pas.
Malgré tout, elle fit ce qu'elle put. Elle achetait des livres d'occasion chez les bouquinistes. Elle emmenait Hélène à des expositions gratuites. Elle encourageait chaque question, chaque expérience folle dans la cuisine. Quand Hélène montra un intérêt pour la science, Marianne travailla doublement pour lui acheter un microscope jouet d'occasion. Cela en valut la peine. Les yeux de la petite brillèrent pendant des jours. Les années Ahda passèrent dans une routine de travail et d'amour. Marianne ne parla jamais du père. Quand Hélène posait des questions, et elle en posait souvent, Marianne disait simplement qu'il ne pouvait pas être présent. Ce n'était pas un mensonge, techniquement. Hélène acceptait. Mais dans les yeux de la petite, Marianne voyait la blessure, l'absence qu'aucun amour maternel ne comblait complètement. Quand Hélène eut 12 ans, elle obtint une bourse partielle dans un lycée technique. Ce fut le jour le plus heureux pour Marianne. Elle travaillerait encore plus pour payer la part restante, mais cela valait chaque centime. Là, Hélène s'épanouit. Elle participa à des olympiades de sciences, gagna des prix modestes, attira l'attention de professeurs qui voyaient en elle un potentiel rare. C'est à cette époque qu'elle commença le projet de filtre biodégradable. Une idée simple née d'un cours sur la pollution de l'eau. Hélène travailla pendant des mois, testant des matériaux, notant des résultats, refaisant des prototypes. Marianne ne comprenait pas la moitié des explications techniques, mais elle voyait la passion. Elle voyait la même détermination qui l'avait un jour fait survivre quand le monde s'effondrait. L'invitation au Grand Prix national de l'innovation scientifique arriva comme un rêve impossible. Hélène avait 15 ans. Elle était de loin la plus jeune des finalistes. Marianne vendit sa vieille voiture, emprunta à des voisins, fit des coutures supplémentaires pendant des mois pour rassembler l'argent du voyage. Elle ne pouvait pas y aller. L'inscription était faite, mais il manquait les fonds pour le billet et l'hébergement à Paris. Et puis quelque chose d'étrange se produisit. Un email arriva, informant qu'Hélène avait été sélectionnée pour une bourse d'aide aux participants à faible revenu. Elle couvrait les billets, l'hébergement et les repas. Marianne trouva cela étrange. Elle ne se souvenait pas d'avoir inscrit Hélène à un programme d'aide. Mais elle ne posa pas de questions. Parfois, des miracles se produisaient. Parfois, l'univers conspirait en votre faveur. Maintenant, assise dans cette chambre d'hôtel à Paris, Marianne se posait des questions. L'aide, l'invitation à des présentations supplémentaires, les portes qui s'étaient ouvertes pour Hélène ces 2 dernières années, des professeurs qui apparaissaient pour offrir du mentorat gratuit, du matériel donné à l'école, des opportunités qui surgissaient de nulle part. Et hier soir, au gala, Richard observant Hélène. Ce ne pouvait être une coïncidence. La prise de conscience vint lentement, mais quand elle arriva, elle fut absolue. Il savait. D'une manière ou d'une autre, Richard avait découvert l'existence d'Hélène, et il aidait. À distance, anonymement, mais il aidait. Marianne ne savait pas quoi en penser. Devait-elle être reconnaissante? Furieuse. Pensait-il que l'argent compensait 18 ans d'absence? Pensait-il qu'il pouvait simplement apparaître et tout réparer sans jamais mettre la main à la pâte? Hélène bougea dans son lit, commençant à se réveiller. Marianne chassa ses sombres pensées et força un sourire. Aujourd'hui, c'était une journée à savourer. Elles avaient tout le dimanche à Paris avant le bus du soir. Elles iraient au parc, mangeraient quelque chose. De bons se créèrent des souvenirs. C'était ce qui importait. « Bonjour, ma scientifique primée. » Hélène ouvrit les yeux et sourit, encore ensommeillée. « Bonjour, maman. Quelle heure est-il ?»« Il est encore tôt, mais je pensais qu'on pourrait profiter de la ville. Tu mérites une journée de repos après hier. » Hélène s'assit, les cheveux en désordre. C'était incroyable, n'est-ce pas? Les gens ont vraiment aimé le projet. Il y a un chercheur de la Sorbonne qui a dit qu'il pourrait me mettre en contact avec un programme de bourse. Et il y a cet investisseur qui a demandé mon email. Marianne sentit sa poitrine se serrer. Investisseur. Quelle était la probabilité que cet investisseur soit réel et non une excuse de Richard pour s'approcher? C'est super, mon amour. Mais aujourd'hui, pas de travail. Juste toi et moi qui profitons de la ville, d'accord? Hélène accepta, enthousiaste. Tandis qu'elle se préparait, Marianne observait sa fille dans le miroir. 17 ans. Bientôt majeure. Bientôt, elle irait à l'université si elle parvenait au miracle d'une bourse complète. Bientôt, elle aurait sa propre vie. Et peut-être, un jour, Hélène voudrait des réponses,
sur le père qu'elle n'avait jamais connu. Marianne devrait-elle lui dire la vérité ou continuerait-elle à protéger sa fille de la déception? Il était plus facile de croire en un père qui ne pouvait pas être présent qu'en un père qui n'avait simplement pas voulu. Elles passèrent la journée à se promener sur les Champs-Élysées, à entrer dans des librairies, à manger une crêpe dans un stand de rue. Hélène parlait sans cesse de ses plans, des possibilités, de l'avenir. Marianne écoutait, acquiesçait, encourageait, mais une partie de son esprit était toujours au gala, à ce moment où les yeux de Richard avaient rencontré les siens. Que pouvait-il bien penser maintenant? Était-il plein de remords, ou simplement curieux, comme quelqu'un qui observe une expérience intéressante de loin? Elles retournèrent à l'hôtel en fin d'après-midi pour prendre leurs valises. Le bus partait à 20h. Pendant qu'Hélène prenait sa douche, Marianne vérifia son téléphone. Il y avait un message d'un numéro inconnu. « Il faut qu'on parle. S'il te plaît. » Richard. Son cœur s'emballa. Comment avait-il obtenu son numéro? Et quel genre de conversation pensait-il qu'ils auraient après 18 ans? Marianne tapa et effaça des réponses 5 fois. Finalement, elle écrivit quelque chose de simple. « Il n'y a rien à dire. » La réponse fut immédiate. « Je sais pour Hélène. Je sais que c'est ma fille. S'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. » Marianne sentit la colère monter comme de la bile. Une chance de s'expliquer? 18 ans plus tard? Quand Hélène était déjà grande, avait déjà survécu sans lui, était déjà qui elle était malgré son absence? Elle tapa avec des doigts furieux. Tu as eu ta chance de t'expliquer il y a 18 ans. Tu as eu la chance d'être présent quand elle est née, quand elle a fait ses premiers pas, quand elle demandait pourquoi elle n'avait pas de père. Tu as choisi de ne pas être là. Ne viens pas maintenant parler de chance. Mais elle n'en voya pas. Elle respira profondément, effaça tout. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de voir qu'il l'affectait encore. À la place, elle écrivit seulement « Laisse-nous tranquilles » et elle bloqua le numéro. Hélène sortit de la salle de bain, les cheveux mouillés, vêtue d'un jean et d'un t-shirt, prête à rentrer à la maison, à la vraie vie, loin de ce monde, de gala et de lumière. Marianne rangea son téléphone et sourit. « On y va ?» Le voyage en bus dura 4 heures. Hélène dormit la plupart du temps, appuyée sur l'épaule de Marianne. Par la fenêtre, le paysage passait de l'urbain au rural. Paris s'éloignait, Autun se rapprochait. C'était étrange comme une partie de Marianne se sentait soulagée. Soulagée de retourner au connu, au sûr, à l'endroit où Richard ne pouvait pas simplement débarquer et tout chambouler. Mais une autre partie savait que c'était une illusion, parce qu'il avait déjà tout chamboulé. Il avait déjà planté la graine du doute. Et tôt ou tard, Hélène poserait les questions auxquelles Marianne redoutait de répondre. Les jours suivants, la vie reprit son cours normal. Marianne travaillant à la couture, Hélène à l'école. Mais il y avait une tension dans l'air. Hélène était différente, plus pensive. Parfois, Marianne la surprenait à regarder dans le vide, avec cette expression qui signifiait qu'elle traitait quelque chose d'important. Une semaine après le gala, Hélène reçut un email. Une fondation de soutien à la recherche scientifique voulait parrainer son projet. Ils offrirent des fonds pour le développement, du mentorat avec des spécialistes, la possibilité de présenter lors de conférences internationales. C'était l'opportunité de ses rêves. Et c'était clairement l'œuvre de Richard. Marianne vit le nom de la fondation. Fondation Beaumont pour la science. Ce n'était même pas discret. Il mettait son propre nom sur les opportunités qu'il donnait à sa fille, comme si cela le rendait meilleur, comme si l'argent compensait la présence. « Il faut qu'on parle de ça », dit Marianne à Hélène ce soir-là, pendant qu'elle dînait de riz au poulet. Hélène leva les yeux, confuse. « De la bourse ? Maman, c'est incroyable. Je peux enfin développer le projet, correctement avec des matériaux adéquats. Ce n'est pas juste une bourse, Hélène. C'est plus compliqué que ça. » « Comment ça ?» Marianne respira profondément. C'était le moment de planter au moins les graines de la vérité. Cette fondation, Beaumont, tu as fait des recherches dessus. Un peu, c'est celle d'un homme d'affaires célèbre. Richard Beaumont. Il investit dans plusieurs start-up et a cette branche sociale de soutien à la science. Pourquoi? Marianne choisit ses mots avec soin. Je pense juste qu'on devrait être prudente. Parfois l'aide vient avec des attentes. Hélène fronça les sourcils. « Maman, tu es bizarre.
C'est une bourse légitime. Il y a un contrat, tout est en règle. Je ne comprends pas où est le problème. Il n'y a pas de problème. Je veux juste que tu sois attentive. Mais Hélène avait déjà reporté son attention sur son téléphone, trop excitée par les possibilités pour remarquer la tension dans la voix de sa mère. Cette nuit-là, Marianne resta éveillée tard. Elle savait qu'elle ne pouvait pas bloquer les opportunités d'Hélène à cause de sa propre fierté. Si Richard voulait qu'aider, qu'il aide, mais à distance, sans s'impliquer directement, sans embrouiller la jeune fille, sans perturber le fragile équilibre qu'elles avaient construit. Elle prit son téléphone et débloqua le numéro de Richard. Elle tapa un nouveau message. « Tu peux aider avec des fonds, mais n'essaie pas d'entrer dans sa vie. N'essaie pas d'être quelque chose que tu n'as jamais été. Hélène n'a pas besoin de plus de déception. » Cette fois, elle envoya. La réponse mit des heures à venir, mais elle arriva. « Je comprends, et je suis d'accord. Mais un jour, quand elle le voudra, j'aimerais pouvoir m'expliquer. Pas pour me racheter, juste pour qu'elle sache la vérité sur ce qui s'est passé, sur comment j'ai été trompé, sur à quel point tout ce que j'ai perdu me manque. » Marianne lut et relut. Trompée? Quelle était cette histoire? Elle tapa. De quoi parles-tu? Quelle vérité? La réponse fut longue. Richard raconta l'histoire de la fausse lettre. Comment sa mère avait intercepté la vraie lettre de Marianne et créé cette version cruelle. Comment il n'avait découvert la vérité que maintenant, 18 ans plus tard, grâce à l'ancienne secrétaire de la famille. Marianne sentit le sol se dérober sous ses pieds. La lettre. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette réponse. Cela ne ressemblait pas à Richard, même dans le pire des scénarios. Mais elle n'avait jamais imaginé une manipulation de ce niveau. Une partie d'elle voulait y croire, voulait penser que Richard n'avait pas seulement été lâche, mais aussi une victime, qu'il y avait eu un méchant au-delà de lui, que peut-être, dans un univers alternatif, ils auraient pu être une famille. Mais une autre partie, celle qui avait élevé Hélène seule pendant 18 ans, ne pouvait pas pardonner si facilement. Parce que même si la lettre était fausse, Richard ne s'était jamais battu. Il n'avait jamais douté. Il n'était jamais revenu pour vérifier. Il avait accepté la version la plus pratique et avait continué sa vie. Elle tapa. Même si c'est vrai, tu as choisi d'y croire. Tu as choisi la sortie facile. Alors non, Richard. Tu n'as pas le droit de lui expliquer quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de soulager ta conscience. Hélène est heureuse. Elle est concentrée. Je ne te laisserai pas tout gâcher parce que tu as maintenant décidé de te sentir coupable. Et elle bloqua à nouveau le numéro. Mais le mal était fait, parce que maintenant Marianne savait. Et savoir changeait tout. Ça n'excusait pas, mais ça changeait. Et tôt ou tard, cette vérité parviendrait à Hélène. Et alors, la jeune fille devrait choisir. Croire en la version de sa mère qu'il avait protégée pendant des années, ou donner à son père une chance qu'il ne méritait peut-être pas. Marianne regarda par la fenêtre de sa petite chambre. Autain dormait tranquillement dehors. 18 ans dans cette ville. 18 ans à construire une vie digne à partir de rien. 18 ans à être mère et père en même temps. Et maintenant tout menaçait de s'effondrer parce qu'un homme riche avait décidé qu'il était prêt à être responsable. Elle ne le permettrait pas. Elle protégerait Hélène avec tout ce qu'elle avait, même si cela signifiait garder des secrets, même si cela signifiait être la méchante si nécessaire. Parce qu'à la fin, après 18 ans, une seule chose comptait. Hélène était à elle, et à personne d'autre. Chapitre 3. Hélène avait toujours su qu'il y avait des lacunes dans l'histoire de sa vie, de petites incohérences qu'une enfant curieuse percevait, mais ne remettait pas ouvertement en question. La façon dont sa mère détournait le regard quand elle posait des questions sur son père, les réponses vagues, génériques, qui ne révélaient rien de concret. Il ne peut pas être ici. Les circonstances ne l'ont pas permis. C'était compliqué, et Hélène acceptait parce qu'elle aimait trop sa mère pour forcer une douleur qui était visible même si non dite. Mais maintenant, à 17 ans, les questions revenaient avec une force renouvelée. Surtout après le gala à Paris, il y avait quelque chose ce soir-là qui ne collait pas, quelque chose au-delà du succès de sa présentation, au-delà de l'émotion d'être à un événement si important. C'était la sensation d'être observé.
pas par le public en général, mais par quelqu'un de spécifique. Hélène avait senti ce regard lourd, presque physique, et quand elle s'était retournée pour en chercher la source, elle avait vu un homme au loin. Grand, élégant, costume impeccable, il l'observait avec une intensité qui l'avait mise mal à l'aise. Et puis, il avait disparu. Hélène en avait parlé à sa mère plus tard, nonchalamment. « Il y avait un homme qui me regardait bizarrement, maman. Tu l'as vu ?» Marianne s'était raidie de manière presque imperceptible et avait répondu que c'était probablement un investisseur intéressé par son projet, mais le ton de sa voix était faux, et Hélène, qui connaissait chaque nuance de sa mère, l'avait perçu. Dans les jours qui suivirent le gala, les choses commencèrent à arriver. La bourse de la Fondation Beaumont, l'invitation à un programme de mentorat, un email d'un professeur de la Sorbonne offrant des conseils gratuits. C'étaient des opportunités incroyables, et Hélène aurait dû être simplement heureuse. Mais il y avait un schéma, toutes provenaient de connexions avec ce même nom Beaumont. Elle fit des recherches. Richard Beaumont, 42 ans, PDG de l'une des plus grandes sociétés de capital-risque du pays, fortune estimée à des centaines de millions. Philanthrope, investisseur en technologie, non respecté dans les cercles d'affaires. Il avait une fondation qui finançait de jeunes scientifiques à faible revenu, la fondation qui parrainait son projet. Hélène regarda ses photos dans les magazines et sur les sites web. Ce visage. Quelque chose en lui était familier d'une manière troublante. Non pas comme si elle l'avait déjà vu, mais comme si elle le reconnaissait. Les yeux, peut-être. Ou la forme du menton. Ou la ligne du sourcil. De petits détails que son cerveau de scientifique cataloguait automatiquement. Et puis elle trouva une vieille photo. Richard Beaumont, il y a 20 ans, dans un article sur les jeunes promesses du monde de la finance. Il était mince, sans les cheveux grisonnants, mais les yeux étaient les mêmes. Et dans ses yeux, Hélène vit quelque chose d'impossible. Elle se vit elle-même. Le choc fut comme un coup de poing. Assise à la bibliothèque de l'école, entourée de livres de chimie, Hélène fixa cette photo jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Ce n'était pas possible. C'était une coïncidence. Des millions de personnes avaient des yeux similaires. Cela ne signifiait rien. Mais ça signifiait quelque chose. Au fond d'elle, là où l'intuition réside avant la logique, Hélène savait. Elle rentra chez elle cet après-midi-là dans un état de suspension. Sa mère était dans le salon, cousant une robe de mariée pour une cliente. La machine faisait son bruit rythmique, familier, réconfortant. Marianne leva les yeux quand Hélène entra et sourit. Mais le sourire vacilla quand elle vit l'expression de sa fille. Il s'est passé quelque chose à l'école. Hélène s'assit sur le canapé usé, tenant toujours son sac à dos sur ses genoux. « Maman, je dois te poser une question, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Marianne éteignit la machine. Le silence soudain sembla amplifier la tension. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ?» Hélène respira profondément. « Richard Beaumont. Ce nom te dit quelque chose. » Elle vit la couleur quitter le visage de sa mère. Elle vit ses mains trembler légèrement avant d'être cachées sur ses genoux. Elle vit la vérité avant même que les mots ne soient prononcés. « Pourquoi me demandes-tu ça ?»« Parce que j'ai fait des recherches. Sur la fondation qui me parraine, sur lui. Et puis j'ai vu des photos. De vieilles photos. Et j'ai vu maman. Je l'ai vue dans ses yeux. » Marianne ferma les siens. Quand elle les rouvrit, il y avait des larmes. « Hélène, je voulais te protéger. » « Me protéger de quoi? De savoir qui est mon père. » Le mot resta suspendu entre elles. Père. Hélène ne l'avait jamais utilisé avec autant de certitude auparavant. C'était toujours une idée abstraite, une figure absente, sans visage. Mais maintenant il avait un visage, il avait un nom, il avait une existence concrète. C'est lui, n'est-ce pas? Richard Beaumont est mon père. Marianne hocha lentement la tête, chaque mouvement semblant lui coûter des années de vie. Oui. Et tu n'allais jamais me le dire? Si, quand tu serais prête, quand ce serait le bon moment. Je pensais que je te protégeais d'une douleur inutile. Hélène sentit la colère monter, chaude et suffocante. Protéger? Maman, j'ai passé 17 ans à me demander. 17 ans à t'inventer des histoires dans ma tête sur qui il serait, où il serait, pourquoi il n'était pas là. Et pendant tout ce temps, il était là, dans cette ville, dans ce pays, vivant,
prospère, et tu le savais. Ce n'est pas si simple. Alors explique pourquoi un homme riche qui a une fondation pour aider les jeunes scientifiques n'a jamais aidé sa propre fille. Explique pourquoi j'ai grandi en partageant une minuscule chambre avec toi pendant qu'il vivait dans des appartements de luxe. Explique, maman. Les mots sortirent en un cri. Hélène ne criait jamais. Elle ne perdait jamais le contrôle. Mais maintenant, 18 ans de questions non posées explosaient d'un seul coup. Marianne pleurait ouvertement maintenant. Parce qu'il ne le savait pas. Ou plutôt, il pensait qu'il n'était pas le père. Quelqu'un l'a fait croire que tu n'étais pas sa fille. Et il l'a cru parce que c'était plus facile d'y croire. Hélène resta silencieuse, en train de digérer. Comment ça? Marianne raconta tout. La relation, la grossesse, la disparition de Richard, la fausse lettre écrite par la grand-mère qu'Hélène n'avait jamais connue. Elle raconta la pauvreté, la lutte, les choix impossibles. Elle raconta comment elle avait construit une vie à partir de rien pour qu'Hélène ait au moins un minimum de dignité. Et elle raconta la rencontre au gala. Comment Richard l'avait vue, avait vu Hélène et avait compris la vérité. Comment il avait découvert la tromperie de sa mère. Comment il essayait maintenant d'aider, de loin, sans avoir le droit de s'approcher. Hélène écouta tout dans un silence grandissant. Quand Marianne eut terminé, la nuit était déjà tombée, la maison était sombre, à l'exception de la faible lumière du salon. Mère et fille assises sur le même canapé, où elles avaient partagé tant de moments, mais maintenant séparées par un abîme de vérité enfin révélée. « Alors il sait, » dit finalement Hélène. « Il sait que je suis sa fille, et il m'aide. » Il essaie de soulager sa conscience. Ou il essaie de compenser 18 années perdues. L'argent ne compense pas la présence. Je le sais. Crois-moi, je le sais mieux que personne. Mais maman, il a été trompé. Tu l'as dit toi-même. Sa grand-mère a tout manipulé. Peut-être que s'il avait su la vérité depuis le début, les choses auraient été différentes. Marianne secoua la tête avec véhémence. Non, Hélène, même si la lettre était fausse, il a choisi d'y croire. Il aurait pu revenir, vérifier, se battre. Mais il ne s'est pas battu. Il a accepté la version qui lui convenait et a continué sa vie. Et je ne vais pas le laisser maintenant, 18 ans plus tard, débarquer et te troubler. Ce n'est pas à toi de décider. Les mots sortirent plus durs qu'Hélène ne l'avait voulu. Elle vit la douleur sur le visage de sa mère, mais ne recula pas. Je suis presque une adulte. J'ai le droit de connaître ma propre histoire. J'ai le droit de décider si je veux ou non lui donner une chance de s'expliquer. Hélène, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Les hommes comme lui, ils pensent que l'argent résout tout. Il va te décevoir. Et je ne peux pas te voir subir cette douleur. Peut-être qu'il me décevra. Peut-être pas. Mais c'est mon choix de le découvrir. Marianne regarda sa fille comme si elle la voyait pour la première fois. La petite fille qu'elle avait élevée, protégée, aimée par-dessus tout, n'était plus une petite fille. C'était une jeune femme avec sa propre volonté, capable de prendre des décisions, même douloureuses. Et cette prise de conscience était à la fois une fierté et une perte. Qu'est-ce que tu vas faire? Hélène ne le savait pas encore, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer. Toute sa vie avait été construite sur une lacune. Et maintenant que la lacune avait un nom et un visage, elle devait être comblée. Pas nécessairement avec de l'amour ou du « pardon », mais au moins avec la vérité. Je veux lui parler. Marianne ferma les yeux, vaincue. D'accord, mais promets-moi une chose. Promets-moi que tu seras prudente, que tu te protégeras, que tu ne le laisseras pas te faire du mal. Je te le promets, maman. Et merci. Pour tout. Pour m'avoir élevée seule. Pour m'avoir donné tout ce que tu pouvais. Pour m'avoir aimé assez pour deux. Rien de ce que je découvrirai sur lui ne changera ça. Elles se prirent dans les bras, pleurant toutes les deux maintenant. Une longue étreinte qui était à la fois l'adieu à une époque et le début d'une autre. Car après cette nuit, plus rien ne serait comme avant. Hélène passa les jours suivants à faire des recherches. Elle lut chaque article sur Richard Beaumont qu'elle put trouver. Elle regarda des interviews, étudia des photos, tenta de connaître l'homme au-delà du nom. Elle voyait des traits d'elle-même dans certains gestes, dans certaines expressions. Elle voyait aussi la distance. Son monde était si différent du sien qu'il semblait devenir de planètes différentes. Mais il y avait quelque chose dans les interviews récentes, un changement subtil de ton. Quand
On lui posait des questions sur sa famille. Il éludait, mais il y avait quelque chose dans son regard. Quand on parlait de regrets, il restait silencieux une seconde de plus que nécessaire. De petits signes que personne d'autre ne remarquait peut-être, mais qu'Hélène, avec son regard scientifique entraîné à observer les détails, cataloguait. Une semaine après la conversation avec sa mère, Hélène prit sa décision. Elle prit son téléphone et ouvrit un nouvel email. Elle tapa l'adresse qu'elle avait trouvée sur le site de la Fondation. Elle écrivit et effaça le message 5 fois. Finalement, elle le garda simple. « Monsieur Beaumont, je m'appelle Hélène Lefebvre. Je crois que vous m'avez vu au Grand Prix national de l'innovation scientifique. Je crois aussi que vous savez qui je suis. J'aimerais vous parler. En personne, si possible. Hélène. » Elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis. La réponse arriva en moins d'1 heure. « Hélène, merci de m'avoir contacté. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que cela signifie. Nous pouvons nous rencontrer où et quand vous le souhaitez. Je serai disponible. Richard. » Ils prirent rendez-vous pour le samedi suivant dans un parc public à Autun. Territoire neutre. Hélène ne le dit pas, à sa mère, pas exactement. Elle dit simplement qu'elle allait rencontrer quelqu'un lié à son projet. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Marianne regarda sa fille dans les yeux et sut, mais ne l'en empêcha pas. Elle lui demanda simplement d'être prudente et d'envoyer un message toutes les heures. Le parc était simple. Des bancs en bois, de vieux arbres, un petit étang avec des canards. Hélène arriva en avance et s'assit sur un banc près de l'eau. Elle portait un jean et un t-shirt, rien de spécial. Elle ne voulait pas donner l'impression d'essayer d'impressionner. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait, en fait. Des réponses, peut-être, ou simplement voir de près l'homme qui était son père. Richard arriva ponctuellement. Hélène le vit de loin, marchant sur le chemin de pierre. Il portait un pantalon en toile et une chemise simple, sans le costume de dirigeant. Essayant de paraître accessible, pensa-t-elle. Quand il la vit, il s'arrêta une seconde, comme s'il avait besoin de courage pour faire les pas suivants. Il s'assit sur le banc à côté d'Hélène, laissant un espace respectueux entre eux. Ils restèrent silencieux un moment, regardant simplement les canards sur l'eau. « Merci d'avoir accepté de me voir, » dit finalement Richard. Sa voix était différente de ce qu'Hélène imaginait, plus douce, plus incertaine. « Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté, » répondit honnêtement Hélène. « Je sais juste que j'en avais besoin. »« Je comprends. Et je t'en remercie quand même. » Un autre silence. Puis Hélène se tourna pour le regarder directement. « Je veux que vous sachiez une chose. Je ne suis pas venue chercher un père. Je n'ai plus l'âge pour ça. Je suis venue chercher la vérité. Je veux entendre votre version, je veux comprendre pourquoi. » Richard hocha la tête, les yeux embués. « C'est juste. Et je vais tout te raconter. Sans excuse, sans essayer de me justifier. Juste la vérité. » Et il raconta sa relation avec Marianne, sa peur quand il apprit la grossesse, la fausse lettre de sa grand-mère. Il raconta sa lâcheté d'avoir cru sans poser de questions parce que c'était plus facile. Il raconta les 18 ans passés à construire une vie de succès sur un mensonge. Il raconta la nuit du gala, le moment où il avait vu Hélène et l'avait immédiatement reconnue, la dévastation de réaliser tout ce qu'il avait perdu. Hélène écouta sans l'interrompre. À la fin, quand Richard eut terminé, elle resta silencieuse, en train de digérer. Une partie d'elle voulait y croire, voulait penser qu'il était aussi une victime, que les circonstances avaient conspiré contre tout le monde. Mais une autre partie, celle qui avait grandi sans père, qui avait vu sa mère travailler jusqu'à l'épuisement, qui avait senti le poids de l'absence à chaque anniversaire, à chaque fête des pères à l'école, ne pouvait pas pardonner si facilement. « Vous avez été trompé, » dit finalement Hélène. « C'est vrai, mais vous avez aussi choisi d'y croire. Vous avez choisi de ne pas vous battre. Ma mère vous a envoyé une lettre, une vraie lettre, avant la fausse. Vous l'avez ignorée, parce que c'était plus facile de disparaître que d'assumer vos responsabilités. » Richard secoua la tête, des larmes coulant librement maintenant. « Tu as raison, j'ai été lâche. Et je n'ai aucune excuse pour ça. Aucune. Je peux dire que j'étais jeune, que j'avais peur, que j'ai été manipulé. Mais au fond, tu as raison. J'ai choisi la sortie facile. Alors pourquoi êtes-vous ici maintenant? Pourquoi, après 18? Et avez-vous décidé qu'il était temps d'être responsable? Parce que je t'ai vu, parce que j'ai regardé dans tes yeux, et j'ai vu tout ce que j'avais perdu.
J'ai vu la personne incroyable que tu es devenue, malgré moi, pas grâce à moi, et j'ai compris que j'avais passé 18 ans à vivre un mensonge. J'ai construit un empire, j'ai conquis tout ce que je pensais vouloir. Mais j'ai perdu la seule chose qui comptait vraiment. J'ai perdu la chance de connaître ma fille. Hélène sentit ses propres larmes menacées de couler, mais les retint. Ne pas pleurer. Pas encore. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de voir à quel point cela l'affectait. Je ne sais pas si je peux vous pardonner. Je ne sais même pas si je veux essayer. Vous n'êtes pas mon père. Pas de la manière qui compte. Mon père aurait été là quand j'ai appris à marcher, quand j'ai gagné mon premier prix de science, quand j'ai eu une forte fièvre à 6 ans et que ma mère a passé 3 nuits sans dormir à s'occuper de moi seule. Vous n'étiez là pour rien de tout ça. Je sais. Et je ne pourrai jamais rattraper ce temps. Alors qu'est-ce que vous voulez de moi? Richard la regarda avec une expression qui était à la fois espoir et résignation. Rien. Je ne veux rien. Je voulais juste avoir la chance de te dire que je suis désolé. Que tu méritais mieux. Que ta mère méritait mieux, et que si un jour tu décides que tu veux mieux me connaître, je serai là. Pas comme un père, parce que tu as raison, je ne mérite pas ce titre, mais peut-être comme quelqu'un qui se soucie de toi, quelqu'un qui veut faire partie de ta vie, si tu le permets. À ton rythme, selon tes conditions. Hélène ne répondit pas immédiatement. Elle regarda de nouveau droit devant elle, vers les canards qui nageaient tranquillement sur l'eau. Leur vie était simple. Ils n'avaient pas à gérer des pères absents, des mensonges de plusieurs décennies, des décisions impossibles. « Je vais y réfléchir », dit-elle finalement. « Je ne promets rien, mais je vais y réfléchir. C'est plus que ce que je mérite. » Ils restèrent assis quelques minutes de plus. Le silence maintenant, moins tendu. Il y avait quelque chose d'étrange à être là, à côté de l'homme qui était son père biologiquement, mais un étranger émotionnellement. Hélène sentait sa présence, solide et réelle. Ce n'était pas le fantôme qu'elle avait imaginé pendant des années. C'était juste un homme, faillible, repentant, humain. « Avant de partir, dit Hélène, en regardant toujours droit devant elle, « je veux que vous sachiez une chose. »« Quoi ? » ?»« Ma mère est incroyable. Elle m'a donné tout ce qui compte, l'amour, l'éducation, les valeurs. Elle m'a appris à être forte, à me battre pour mes rêves, à ne jamais abandonner. Alors si vous pensez que vous pouvez simplement débarquer avec de l'argent et des opportunités et que ça va compenser, vous vous trompez. Ça ne compense pas. Ça ne compensera jamais. Mais je vous remercie pour le soutien à mon projet. Je le reconnais. Je n'essaie pas de compenser, je sais que c'est impossible. J'essaie juste de faire ce qui est juste, même si c'est trop tard. Hélène se leva. Je dois y aller. Ma mère m'attend. Richard se leva aussi. Hélène, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? La question la prit au dépourvu. Elle hésita puis hocha la tête. Ce fut une étreinte courte, prudente. Hélène sentit ses bras autour d'elle, forts mais doux. Elle sentit l'odeur d'une eau de Cologne chère. Elle sentit son cœur battre la chamade. Et elle sentit quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Elle sentit une reconnaissance, pas de l'amour, pas du pardon, mais une connexion biologique indéniable qui existait malgré tout. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les yeux brillants. « Au revoir », dit simplement Hélène. « Au revoir, Hélène. Et merci, pour tout. » Elle retraversa le parc sans se retourner. Elle savait qu'il était toujours là, à la regarder. Elle pouvait sentir son regard lourd dans son dos, mais elle ne se retourna pas. Elle continua à marcher, un pas à la fois, emportant avec elle plus de questions que de réponses, mais aussi quelque chose de nouveau. Elle emportait la vérité. Et peut-être, juste peut-être, un commencement. Chapitre 4. Les mois qui suivirent la rencontre au parc furent étranges pour toutes les personnes concernées. Hélène rentra chez elle ce jour-là et raconta à sa mère, mot pour mot, ce qui s'était passé. Marianne écouta en silence, les mains occupées par sa couture mais les yeux attentifs à sa fille. Quand Hélène eut terminé, Marianne hocha simplement la tête, comme si elle s'y attendait. Il n'y eut ni récrimination ni tentative d'éloigner Hélène de Richard. Il y avait seulement une acceptation lasse que l'histoire était désormais hors de son contrôle. Hélène et Richard commencèrent à échanger des messages. Rien de profond au début.
Juste des conversations superficielles sur le projet, sur le temps qu'il faisait, sur des banalités. Richard respectait les limites qu'Hélène établissait, ne la pressant jamais, ne demandant jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Il envoyait des liens vers des articles scientifiques qu'il pensait qu'elle aimerait. Il posait des questions sur le développement du filtre. Il parlait de conférences qui pourraient l'intéresser. Il était prudent, presque formel, mais peu à peu les messages changèrent. Ils devinrent plus personnels. Richard commença à partager de petites histoires sur sa propre jeunesse, sur les erreurs qu'il avait commises, sur les choses qu'il avait apprises. Hélène répondait avec ses propres histoires, avec ses pensées sur la science, sur l'avenir, sur la vie. Ce n'était pas encore une relation père-fille, loin de là. Mais c'était quelque chose, une connexion ténue mais réelle. 3 mois après la rencontre au parc, Richard demanda à la revoir. Cette fois, il suggéra un café en ville. Hélène accepta, mais seulement après en avoir parlé à sa mère. Marianne fut tendue à cette nouvelle, mais ne l'en empêcha pas. Elle demanda simplement à Hélène de faire attention à son cœur. Ils se retrouvèrent dans un café simple du centre d'Autun. Richard arriva en voiture, un modèle discret, rien d'ostentatoire. Il portait des vêtements décontractés, essayant à nouveau de ne pas paraître ce qu'il était. Hélène était déjà assise quand il entra, un livre ouvert sur la table. Il sourit en la voyant, un sourire sincère qui illumina tout son visage. Ils parlèrent pendant 2 heures. Richard raconta son entreprise, les défis de la gestion des investissements, la pression constante de prendre des décisions qui affectaient des centaines de personnes. Hélène parla de l'école, de ses projets de tenter le concours d'entrée des universités, de sa peur de ne pas réussir. Richard écoutait attentivement, posant des questions, montrant un réel intérêt. À la fin, alors qu'il était tard et que le café était sur le point de fermer, Richard hésita avant de parler. « Hélène, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi as-tu décidé de me donner cette chance? Après tout, il serait tout à fait compréhensible que tu me détestes, que tu ne veuilles même pas me parler. » Hélène tripota son verre de café vide, pensive. « Je ne sais pas si c'était une décision consciente. Je pense que c'était peut-être de la curiosité scientifique. J'ai passé toute ma vie avec une variable inconnue dans l'équation. Et maintenant que j'avais l'occasion de connaître cette variable, je ne pouvais pas simplement l'ignorer. De plus, j'ai réalisé une chose. Quoi donc? Porter de la colère me fait plus de mal à moi qu'à toi. Ma mère a porté cette rancœur pendant 18 ans, et j'ai vu à quel point ça lui pesait. Je ne veux pas vivre comme ça. Ça ne veut pas dire que je t'ai complètement pardonné. Ça ne veut pas dire que nous aurons une relation père-fille parfaite. Mais ça veut dire que je suis prête à essayer de connaître qui tu es aujourd'hui, pas qui tu étais il y a 18 ans. » Richard resta silencieux, visiblement ému. « Tu es sage au-delà de ton âge, comme ta mère. En parlant d'elle, il faut que tu comprennes une chose. Quelle que soit la relation que nous construisons, elle doit respecter ma mère. Elle est tout pour moi. Elle a donné sa vie pour moi. Donc je n'accepterai pas que tu parles mal d'elle ou que tu essaies de m'éloigner d'elle. Je ne ferai jamais ça. Marianne est une femme incroyable. Elle l'a toujours été. Et ce qu'elle a fait, t'élever seule avec tant de dignité, est quelque chose que j'admire profondément. En fait, j'aimerais pouvoir lui présenter mes excuses aussi, mais je sais que je n'en ai pas le droit. Peut-être un jour, mais pas encore. Elle est encore en train de digérer tout ça. Je comprends. Et je respecterai son temps. Votre temps à toutes les deux. Les rencontres devinrent régulières après cela, 1 fois par mois, parfois 2. Toujours dans des lieux publics, toujours avec Hélène qui fixait les conditions. Richard n'essaya jamais de forcer l'intimité ou d'accélérer le processus. Il se présentait, écoutait, partageait. Et peu imperceptiblement, quelque chose commença à se former. Marianne observait tout cela, avec un mélange d'inquiétude et de résignation. Elle voyait sa fille devenir plus pensive, plus partagée. Hélène ne lui cachait jamais rien, elle racontait toujours les rencontres, les conversations. Mais Marianne percevait le changement. La façon dont Hélène défendait parfois Richard quand Marianne faisait un commentaire plus acide. La façon dont elle mentionnait des choses qu'il avait dites, des opinions qu'il avait. C'était naturel, Marianne le savait. C'était le lien du sang qui se manifestait, même à travers 18 ans d'absence. Un soir, Marianne et Hélène dînaient quand Hélène mentionna nonchalamment que Richard avait proposé de l'aider avec les frais du concours d'entrée. Cours préparatoire,
Frais d'inscription, matériel. Marianne se raidit immédiatement. Tu as accepté? Je n'ai pas encore répondu. Je voulais d'abord en parler avec toi. Marianne posa sa fourchette sur la table, respira profondément. Hélène, tu es presque une adulte. Tu n'as pas besoin de ma permission pour prendre des décisions. Mais puisque tu me demandes mon avis, je vais être honnête. J'ai peur. Peur qu'il utilise l'argent comme un moyen d'avoir un contrôle sur toi. Peur qu'il crée une dépendance. Peur que, si les choses ne marchent pas entre vous, tu te retrouves dans une position difficile. Maman, je comprends tes peurs, et elles sont valables, mais je sais aussi que je perds des opportunités par orgueil. Je pourrais suivre de meilleurs cours préparatoires, me préparer correctement. Et cela augmenterait mes chances d'entrer dans une bonne université. Je ne demande pas le luxe. Je demande des outils pour avoir l'avenir que je mérite. Marianne sentit ses yeux s'embuer. Sa fille avait raison, et elle grandissait, prenait ses propres décisions. Tu as raison. Et tu sais, ce qui m'effraie le plus, c'est de réaliser que je ne peux plus te protéger de tout, que tu deviens une adulte et que tu dois naviguer dans le monde seul, même si cela signifie avoir une relation avec un homme que je ne sais pas encore si j'ai pardonné. Tu n'as pas besoin de pardonner, et je ne te remplace pas. Je ne le pourrai jamais. Tu es ma mère, mon héroïne, ma référence. Rien ne change ça. Elles se prirent dans les bras pendant un long moment, pleurant toutes les deux en silence. C'était un moment de transition, de lâcher-prise, d'acceptation que la dynamique familiale était en train de changer. Hélène accepta l'aide de Richard. Elle commença des cours préparatoires pour médecine après avoir décidé qu'elle voulait allier la science et l'aide directe aux personnes. Richard payait discrètement, sans fanfare, sans exiger de gratitude. Il envoyait simplement les justificatifs à Hélène et continuait sa vie. Mais sa vie aussi était en train de changer. Richard réalisait que depuis qu'Hélène était entrée dans sa routine, tout semblait différent. Les réunions d'entreprise paraissaient moins importantes. Les profits millionnaires n'apportaient plus la même satisfaction. Ce qu'il apportait, c'était un simple message d'Hélène racontant une expérience réussie, ou une photo d'elle souriant avec un nouveau livre. De petits moments qui valaient plus que tous les zéros sur son compte en banque. 6 mois après leur première rencontre, quelque chose d'inattendu se produisit. Hélène appela Richard, la voix tremblante d'émotion. Il répondit immédiatement, inquiet. « Hélène, tout va bien ?»« Oui, mieux que bien. Je viens de recevoir un email. J'ai été sélectionné comme finaliste du Grand Prix du jeune scientifique de l'année. C'est national. À Lyon. Et si je gagne, en plus de la bourse, complète pour n'importe quelle université, il y a une somme d'argent qui serait suffisante pour aider ma mère à ouvrir l'atelier dont elle a toujours rêvé. » Richard sentit sa poitrine exploser de fierté. « Hélène, c'est incroyable. Félicitations. Tu le mérites tellement. » « Merci. Et je voulais te dire que, d'une certaine manière, ton aide a contribué à ça. Les cours préparatoires m'ont aidé à mieux organiser mes études. Le matériel que tu as fourni pour le projet a fait la différence, alors merci. C'est entièrement grâce à toi, Hélène, ton talent, ton dévouement. J'ai seulement aidé avec des ressources. Le mérite t'en revient entièrement. » Il y eut une pause, puis Hélène dit, tout bas, « Tu seras là, à la cérémonie? Tu veux que j'y sois? » « Je veux. Si ce n'est pas étrange pour toi, ma mère y sera évidemment. Et ce serait, je ne sais pas, bien de vous avoir tous les deux là, ensemble. Pas comme une famille, pas encore, mais comme des personnes qui se soucient de moi. » Richard dut s'éclaircir la gorge avant de répondre. « J'y serai. Où que tu veuilles que je sois. C'est promis. » La cérémonie du Grand Prix du jeune scientifique de l'année eut lieu une nuit de juin, dans l'auditorium d'un centre de congrès à Lyon. C'était un événement grandiose, avec la présence de ministres, de chercheurs renommés, de la presse nationale. 5 finalistes se disputaient le prix principal et Hélène était la plus jeune d'entre eux. Marianne et Hélène arrivèrent 2 jours avant, logés dans un hôtel simple mais confortable. Richard avait proposé de payer quelque chose de mieux, mais Marianne avait poliment refusé. Il y avait encore des limites qu'elle n'était pas prête à franchir. Le soir de la cérémonie, Hélène était plus nerveuse que jamais. Elle portait une robe bleue que sa mère avait cousue spécialement pour l'occasion. Simple, mais élégante. Marianne coiffait sa fille dans la chambre d'hôtel, les mains tremblant légèrement. « Tu es magnifique, ma chérie. Je suis terrifié. Tu vas assurer,
Comme toujours. Et si je ne gagne pas? Marianne prit le visage de sa fille entre ses mains. Alors tu rentreras à la maison la tête haute, en sachant que tu es arrivé là où tu es par ton propre mérite. Rien ne peut t'enlever ça. Rien. Hélène serra sa mère fort dans ses bras. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Plus que tout. Elles arrivèrent au centre de congrès 1 heure avant le début. L'auditorium était impressionnant, avec une capacité de 1000 personnes. Hélène fut conduite en coulisses avec les autres finalistes. Marianne se dirigea vers le public, cherchant une place discrète. C'est alors qu'elle vit Richard. Il était près de l'entrée, cherchant également où s'asseoir. Il portait un costume sombre, impeccable comme toujours. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il y eut un moment de tension. C'était la première fois qu'ils se voyaient depuis le gala, 18 ans d'histoire entre eux. Richard s'approcha lentement de Marianne. « Puis-je m'asseoir près de toi? Ou préfères-tu que je reste ailleurs ?» Marianne hésita. Toutes les raisons logiques lui disaient de l'envoyer promener. Mais ensuite, elle pensa à Hélène, à la façon dont sa fille les voulait tous les deux là. « Tu peux t'asseoir. » Ils s'assirent côte à côte, un siège vide entre eux maintenant une distance respectueuse. Le silence était lourd mais pas hostile. Finalement, Richard parla. « Marianne, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça et tu n'as pas besoin de répondre. Mais il faut que tu saches. Je suis désolé. Pour tout. Pour ma lâcheté. Pour mon absence. Pour la douleur que j'ai causée. Tu méritais bien mieux. Et ce que tu as fait, élever Hélène seule, faire d'elle cette personne incroyable, est quelque chose qui me laisse à la fois dans une admiration et une honte absolue. » Marianne regarda droit devant elle, les yeux fixés sur la scène vide. « J'ai passé 18 ans à te détester, à détester ce que tu représentais. L'abandon, le rejet, l'injustice. Et puis Hélène a décidé de te connaître, et j'ai vu que tu n'étais qu'un homme, faillible, comme tout le monde. Ni un méchant, ni un héros, juste humain. Et j'ai réalisé que porter la haine ne changeait pas le passé. Ça empoisonnait seulement le présent. » Elle se tourna pour le regarder. « Je ne sais pas si je te pardonnerai un jour. Peut-être pas. Peut-être que certaines blessures sont trop profondes. Mais j'essaie d'aller de l'avant. Pour Hélène, et pour moi aussi. C'est plus que ce que je mérite. » Probablement. Un sourire triste passa entre eux. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était une trêve. Et à ce moment-là, c'était suffisant. La cérémonie commença. Des discours furent prononcés, des prix mineurs furent remis. La tension montait à chaque minute. Finalement, le moment du prix principal arriva. Le présentateur monta sur scène avec une enveloppe dorée. Le grand prix du jeune scientifique de l'année, qui comprend une bourse complète dans n'importe quelle université, une subvention de 50 000 € pour le développement de projets et une reconnaissance nationale, est attribué à... Il ouvrit l'enveloppe. De façon spectaculaire, Hélène Lefebvre d'Autun, pour son projet de développement d'un filtre biodégradable à faible coût. Le public explosa en applaudissements. Marianne porta les mains à son visage, pleurant ouvertement. Richard se leva, applaudissant avec force, les yeux également embués. Hélène monta sur scène en état de choc, reçut le trophée, remercia rapidement le comité de jugement. Et puis elle prit le micro pour son discours de remerciement. Elle était visiblement nerveuse, mais quand elle commença à parler, sa voix devint plus ferme. « Tout d'abord, je tiens à remercier le comité de jugement d'avoir cru en mon travail. Remercier les professeurs qui m'ont guidé, les camarades qui m'ont soutenu. Remercier les institutions et les fondations qui ont fourni des ressources quand je n'en avais pas. » Elle fit une pause, ses yeux cherchant dans le public jusqu'à ce qu'il trouve sa mère. « Mais surtout, je veux remercier la femme qui m'a tout donné, ma mère, Marianne Lefebvre. Elle m'a élevé seule, dans une petite ville, avec peu de moyens mais beaucoup d'amour. Elle a travaillé jour et nuit pour que j'aie le minimum. Elle a renoncé à ses propres rêves pour que je puisse rêver. Elle m'a appris que la dignité ne se mesure pas à l'argent mais au caractère. Qu'être forte, c'est continuer même quand tout semble impossible. Maman, ce prix est autant le tien que le mien. En fait, il est plus à toi. » Marianne pleurait tellement qu'elle pouvait à peine voir. Les gens autour d'elle lui offrirent des mouchoirs, lui touchèrent l'épaule en signe de solidarité. Hélène continua. « Je veux aussi remercier ceux qui ont aidé en silence.
ceux qui ont ouvert des portes sans attendre de reconnaissance, ceux qui ont cru en moi quand ce n'était que des promesses, pas des garanties. La gratitude est une chose étrange. Parfois elle vient facilement, parfois elle doit être apprise. Mais j'ai appris que reconnaître l'aide n'est pas une faiblesse, c'est de l'humilité. Et pour cela, merci à tous les mentors, les soutiens et les anges invisibles qui ont rendu ce voyage possible. Au premier rang, Richard comprit. Le message était aussi pour lui. Et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il sentit que, peut-être, malgré toutes ses erreurs, il faisait quelque chose de bien. Ça ne compensait pas 18 ans. Ça ne compenserait jamais. Mais c'était un début. Hélène termina son discours en parlant de l'avenir, de la façon dont elle utiliserait le prix pour continuer à développer le filtre, de ses rêves de voir un jour son invention aider les communautés défavorisées. Quand elle descendit de la scène, elle fut immédiatement entourée de journalistes, de chercheurs, de gens qui voulaient la féliciter. Mais elle voulait seulement retrouver sa mère. Marianne était dans le couloir latéral, essayant de se recomposer. Quand elle vit Hélène s'approcher, elle ouvrit les bras. Elles s'étreignirent fort, pleurant ensemble, indifférentes à l'agitation environnante. « Tu as été incroyable là-haut. Je suis si fière. Je ne serais pas arrivée ici sans toi. Tu y serais arrivée de toute façon, parce que tu es brillante. Tu l'as toujours été. » Quand elles se séparèrent, Richard était là, à une distance respectueuse, attendant. Hélène le regarda, puis sa mère, puis de nouveau lui. « Vous pourriez, je ne sais pas, prendre une photo avec moi? Tous les deux ?» Marianne hésita juste une seconde, puis elle hocha la tête. Ils se tinrent tous les trois ensemble, Hélène au milieu, pour une photo qu'un assistant de l'événement prit. Ce n'était pas une photo de famille heureuse. C'était quelque chose de plus complexe. 3 personnes connectées par la biologie et l'histoire, essayant de construire quelque chose de nouveau à partir d'anciens décombres. Après la cérémonie, tard dans la nuit, ils se retrouvèrent dans le hall de l'hôtel où Marianne et Hélène séjournaient. Richard suggéra de commander à manger dans la chambre. Rien de formel, juste eux 3 en train de discuter. Marianne accepta, à la surprise d'Hélène. Ils s'assirent par terre dans la chambre, des boîtes de pizza entre eux, le formalisme de la soirée laissant place à quelque chose de plus authentique. Ils parlèrent de choses banales au début, la circulation de Lyon, la chaleur, les autres finalistes, mais peu à peu la conversation devint plus profonde. Richard parla de la façon dont sa vie avait changé depuis qu'Hélène y était entrée. Comment il avait repensé ses priorités, comment il avait réévalué ce que signifiait le succès. Marianne parla de ses peurs d'élever une fille seule, des nuits blanches à se demander si elle faisait bien les choses. Hélène parla de grandir avec le vide du père, de la façon dont elle comblait cet espace avec des histoires inventées, de la douleur et de la libération de connaître enfin la vérité. Ce ne fut pas magique, ça ne résolut pas 18 ans d'absence, ça n'effaça pas la douleur, mais c'était réel, honnête. Et à ce moment-là, assis par terre dans une simple chambre d'hôtel, mangeant de la pizza froide, il ressemblait à une sorte de famille, imparfaite, brisée, rafistolée avec du ruban adhésif émotionnel, mais une famille quand même. Quand Richard se leva enfin pour partir, il était plus de 2 heures du matin. À la porte, il se tourna vers elles deux. « Merci de m'avoir laissé faire partie de ça, même si c'est une petite partie, même si c'est tard. Ça signifie plus que vous ne l'imaginez. » Marianne surprit tout le monde, y compris elle-même, en répondant « Hélène a besoin de toutes les bonnes personnes dans sa vie, et tu essayes d'être bon. Ça compte. » Ce n'était pas du pardon, mais c'était une reconnaissance. Et Richard quitta cette chambre avec quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis 18 ans. Il partit avec de l'espoir. Les mois suivants apportèrent des changements pour tous. Hélène commença à se préparer pour l'université, décidée à faire médecine. Elle utilisa une partie du prix pour acheter de meilleurs équipements à sa mère, qui put enfin commencer à développer son entreprise de couture. Marianne embaucha une aide, loua un petit local, recommença à rêver. Richard resta présent, mais toujours selon les termes établis par Hélène. Il se rendait à Autun une fois par mois, déjeunait avec elle, parfois avec Marianne aussi. Les conversations devinrent plus faciles, plus naturelles. Ils n'étaient pas père et fille au sens traditionnel, mais ils avaient quelque chose, un lien qui grandissait lentement,
comme des plantes en sol difficile. 1 an après le prix, Hélène appela Richard un samedi après-midi. Il répondit immédiatement comme il le faisait toujours quand elle appelait. « Salut, tu peux parler ?»« Toujours. Qu'y a-t-il ?»« Je vais à Paris la semaine prochaine. Je dois régler des choses pour mon inscription à la fac. Et j'ai pensé peut-être que tu pourrais, je ne sais pas, me montrer la ville, les endroits où toi et ma mère alliez. Je veux connaître cette partie de l'histoire aussi. » Richard sentit son cœur s'accélérer. Bien sûr, ce serait un honneur. Ils passèrent une journée entière ensemble. Richard lui montra le café où il avait rencontré Marianne, le théâtre où ils avaient vu leur première pièce ensemble, le parc où ils se promenaient le dimanche. Chaque lieu ravivait des souvenirs, certains doux, beaucoup douloureux. Hélène écoutait attentivement, posant des questions, essayant de comprendre qui étaient ces 2 jeunes gens qui étaient tombés amoureux 20 ans plus tôt. À la fin de la journée, assis sur un banc du jardin du Luxembourg, regardant le soleil se coucher, Hélène dit « Tu sais ce que j'ai réalisé? Toi et ma mère, vous étiez jeunes, effrayés, imparfaits, et les circonstances ont conspiré contre vous. Ça n'excuse pas tes choix, ça n'efface pas ce qui s'est passé, mais ça le rend plus humain. » Richard regarda sa fille, cette jeune femme sage et généreuse qui existait malgré lui. « Tu es meilleur que je ne l'ai jamais été, meilleur que je ne le serai jamais. Ce n'est pas une compétition, j'essaie juste d'être la meilleure version de moi-même. Et une partie de ça, j'ai découvert, c'est de laisser partir la colère. Pas pour toi, pour moi. Parce que la portée ne fait que me blesser. » Hélène se tourna pour le regarder. « Je ne vais pas t'appeler papa. Pas encore, peut-être jamais. Mais est-ce que je peux t'appeler Richard? Et est-ce qu'on peut être, je ne sais pas, des amis? Des gens qui se soucient l'un de l'autre ?» Richard sentit des larmes couler. Ce serait le plus grand privilège de ma vie. Ils retournèrent à Autun ce soir-là, chacun à sa vie, mais avec quelque chose de changé entre eux. Une acceptation, une paix possible. 3 ans passèrent. Hélène était en 3e année de médecine, se distinguant dans ses cours et ses stages. Marianne avait un atelier bien établi, avec une clientèle fidèle et des rêves qui se concrétisaient enfin. Richard continuait de leur rendre visite, aidant maintenant aussi Marianne avec des contacts pour développer son entreprise. La relation entre lui et Marianne ne serait plus jamais romantique. Trop de choses avaient été brisées pour ça. Mais elle était cordiale, parfois même amicale, unis par une fille qu'ils aimaient, chacun à sa manière. Ce fut une nuit de décembre, la veille du 20e anniversaire d'Hélène, que les 3 se retrouvèrent. Hélène avait demandé une célébration simple, juste eux, 3 dans la maison de sa mère à Autun. Marianne prépara le plat préféré de sa fille. Richard apporta un gâteau d'une pâtisserie locale. Ils s'assirent à table, parlant de tout et de rien. Hélène raconta l'histoire d'un patient difficile à l'hôpital. Marianne montra des photos de la nouvelle robe de mariée qu'elle confectionnait. Richard parla d'un investissement dans une start-up de technologie durable. C'était normal, ordinaire, familier. Au milieu du dîner, Hélène s'arrêta et les regarda tous les deux. « Vous savez ce que j'ai réalisé? Ça, nous 3 ensemble, ce n'est pas ce que j'imaginais quand j'étais enfant. Ce n'est pas la famille parfaite des films, mais c'est réel. C'est à nous, et je suis en paix avec ça. » Marianne prit la main de sa fille. « Je suis en paix aussi. Enfin. » Richard regarda les 2 femmes qui avaient transformé sa vie. « J'ai passé 20 ans à construire un empire, mais je n'ai découvert ce qui comptait vraiment que lorsque j'ai regardé dans tes yeux à ce gala, Hélène, quand j'ai réalisé tout ce que j'avais perdu. Je ne peux pas remonter le temps. Je ne peux pas réparer le passé. Mais je suis là maintenant, et si vous m'acceptez, je continuerai à l'être. Tu es là, dit simplement Hélène, et c'est ce qui compte. » Ils trinquèrent avec du jus de raisin, car aucun d'eux ne buvait. Ils mangèrent le gâteau avec les doigts, car les fourchettes étaient sales. Ils rirent de blagues idiotes et de souvenirs récents. Et cette nuit simple, dans une maison simple, dans une petite ville, ils étaient quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait à être. Ils étaient une famille. Pas traditionnelle, pas parfaite, mais réelle, parce que la rédemption, ce n'est pas effacer le passé. La rédemption, c'est rester quand ça devient difficile, c'est écouter quand ça fait mal, c'est construire des ponts sur d'anciens abîmes, c'est reconnaître ses erreurs et pourtant essayer d'être meilleur. Ce n'est pas attendre le pardon, mais être là quand même.
C'est un amour imparfait mais constant. Et tandis que les trois étaient assis là, finissant le gâteau, faisant des plans pour Noël, Hélène réalisa quelque chose. Elle avait deux parents. L'un qui avait été présent depuis toujours, sous la forme d'une femme forte qui l'avait élevée, et un autre qui était arrivé tard, mais qui était arrivé. Et tous deux l'aimaient, de manière différente, imparfaite, mais réelle. Et ça, découvrit-elle, c'était suffisant.